Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, on va faire les cours asynchrones, ok? Et on va conclure la partie des théories de développement pour, dans la séance prochaine, commencer à entrer plutôt dans une partie plus actuelle et plus par- euh, pragmatique, on dirait. Avant de commencer, je voudrais vous dire que la séance de la prochaine semaine, elle va être annulée, ok? À cause de plusieurs choses. Bon, il y a la grève, il y a l'incertitude sur l'ouverture du campus. C'est au niveau technique, c'est assez difficile pour moi de faire un vidéo asynchrone. Comme vous allez voir, la vidéo, elle coupe très souvent. Bon, on est bien dans notre calendrier, il n'y a pas de presse. Donc, on va annuler la séance de la semaine prochaine, ok? Mais je vais vous dire ça par mail aussi. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que on est bien au niveau du calendrier. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à ici? Premièrement, on est allé jusqu'au le structuralisme latino-américain. Ok? Latino-américain. On a vu que ça, c'est une théorie elle était développée dans la périphérie pour les auteurs de la périphérie. Donc, c'était pas en question de histoire des auteurs des États-Unis qui parlaient de sous-développement en Amérique latine ou en Afrique. Non, c'était des auteurs de ces pays-là qui vont penser les problèmes de la périphérie de la périphérie. La théorie structuraliste, elle est un exemple des théories hétérodoxes de développement. Elle est née dans les années 50, 60 et comme on a vu, elle met l'accent sur l'importance de l'industrialisation. Okay? L'industrie serait la façon de sortir de la dépendance des matières premières et comme ça de sortir de la dépendance économique, on dirait, et politique. Euh, on a vu aussi que la théorie structuraliste, elle était importante, elle a changé le monde dans le sens qui on a vu partout dans le monde en développement, entre guillemets, des stratégies de développement qui ont été menées par des gouvernements en Amérique latine, okay, au Mexique, au Brésil, en Argentine, mais aussi en Inde, en Algérie, bon, énormément de pays ont essayé de mener des stratégies qu'on appelle les stratégies d'industrialisation par substitution d'importation. Voilà. Et c'était justement l'idée de industrialiser les pays pour éviter d'acheter à l'extérieur des manufacturés, ok, des produits industrialisés, pour produire ce qu'on a besoin. Et comme ça, on n'est pas dépendant des dollars, on n'est pas dépendant d'exporter du soja et du café à l'infini pour avoir d'argent, les moyens d'acheter ce qu'on a besoin. Voilà, ça c'était l'idée des structuralistes. Donc l'industrie et l'intervention de l'État, elles étaient prises comme la solution pour sortir du développement. Euh, on a vu aussi les critiques, ok? Donc, malgré les avances qu'on a vues pendant la période d'industrialisation par substitution d'importation, même si ces pays-là, ils ont réussi à transformer d'une certaine façon ces structures productives et à commencer à produire plus d'industrialisés et tout ça, euh, l'industrialisation n'était pas capable de entraîner un processus soutenable, continu de développement. Ok? Donc, on va voir qu'ils ont réussi à transformer un peu la nature de la production. Ils se sont industrialisés dans une certaine manière. Mais ça a duré des années 30, 40, jusqu'aux les années 70, on dirait. Mais
pendant les années 80 déjà, la périphérie, elle est rentrée dans la pire crise du siècle. Et jusqu'à maintenant, et encore maintenant, elle galère pour s'en sortir, ok, de cette période continue des crises. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que l'industrialisation, elle n'est pas suffisante. Elle n'était pas suffisante pour sortir de ce développement. Et, et on va voir aujourd'hui la théorie de la dépendance elle va dire, bah, c'est évident qu'elle n'est pas suffisante parce que la dépendance, l'effet d'être en périphérie ou en centre, ces explications vont beaucoup plus au-delà que d'être industrialisé. Pour vous montrer un exemple, euh, même avec la construction des énormes usines hydroélectriques, des industries automobilistiques, automotives, de chemins de fer, des autoroutes, tout ça. Donc, on a vu un changement structurel, mais quand même, la pauvreté dans l'Amérique latine, à la fin de cette période-là, elle continuait à être énorme. Ici, on a la partie de la population, donc les pourcentages de la population au-dessous de la ligne de pauvreté, donc qui comptait comme pauvre. Et on peut voir que même à la fin de toute une période de croissance économique très élevée, des croissances de l'industrie très élevées, ça n'empêchait pas l'effet qu'à la fin de cette période, encore presque 40% de la population en Amérique latine en moyenne était pauvre. Ok, et même au Brésil, qui était les pays qui a réussi, qui a plus réussi dans ce processus d'industrialisation, la moitié de la population était en situation de pauvreté dans les années 70. Okay? Donc ça, c'est pour montrer que l'industrialisation, elle n'était pas capable, même l'industrialisation, elle a entraîné un processus de croissance économique, mais elle n'était pas capable de transformer cette croissance économique en développement. Bon. Et on va voir aujourd'hui, on va continuer à discuter pourquoi et quelles sont d'autres manières de penser ça. Bon, c'est évident que la théorie structuraliste, elle a rompu avec les formes de penser le développement qui on a vu avant, ok, les théories orthodoxes du développement. Elle va dire que les sous-développements, c'est pas causé par les pays, par une décision individuelle du pays, mais ils vont avoir cette idée de centre et périphérie. Le sous-développement, doit être compris dans la relation entre les pays. Okay? Le sous-développement, il y a une relation plutôt qu'une situation qui existe dans les vides. Voilà. Bon, malgré cette façon différente de penser les développements, la théorie structuraliste, elle est critiquée aussi par l'idée qu'elle elle a mis beaucoup de valeur dans une vision limitée du développement. Okay? Elle a une interprétation limitée du développement. Pourquoi? Parce que l'industrialisation et dire que l'industrialisation est la voie pour sortir de ce développement, cette idée est très proche de l'idée de la théorie de la modernisation. On avoue, donc je vous invite à revenir à regarder les séances, les diapos et lire ça dans les bouquins qu'on a sur iCampus. Mais bon, la théorie de la modernisation, elle est une idée assez importante dans l'économie de développement.
Et qu'est-ce qu'il y a critiqué aussi? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, elle donne l'impression, elle suggère que les progrès technologiques, c'est la chose la plus importante pour donner le bien-être à une population, ok? Que les progrès technologiques, il va conduire automatiquement au bien-être. Donc, plus il y a des technologies dans une société, mieux, plus de bien-être il y a. Et aussi que les progrès technologiques, il est suffisant pour conduire au bien-être. Ça semble un peu radical, mais cette idée, elle est très implicite dans la façon qu'on parle de développement, même aujourd'hui. La critique, c'est que, les progrès technologiques, donc la théorie de la modernisation, elle est assez critiquée. Pourquoi? Parce que, la technologie, les progrès technologiques n'est pas suffisant pour conduire au bien-être, et parce que deux, c'est de moins en moins vrai. Bon, la critique de la théorie de la modernisation n'a rien à voir avec l'effet que la technologie en soi, elle est mauvaise, ok? Rien à voir avec ça. Il y a bien évidemment une reconnaissance que certains progrès technologiques dans les domaines de la médecine, dans les domaines de l'agriculture, des moyens de communication, etc., sont très positifs pour la population mondiale. Mais le problème, c'est que même aujourd'hui, les progrès technologiques peuvent se faire indépendamment du progrès humain, on va dire. Okay? Et on a vu ça à la dernière séance aussi, qui aujourd'hui, on assiste à une homogénéisation, on dirait, de l'accès à la technologie, surtout surtout dans les pays en développement. Cette homogénéisation de l'accès à la technologie, elle vient beaucoup plus rapidement que l'homogénéisation de l'accès à des services essentiels, ok, comme l'accès à des réseaux d'égouts et de l'eau courante, par exemple. Et ça, c'est le problème de la théorie de la modernisation. L'industrialisation et les progrès technologiques, des choses nouvelles, etc., elles sont pas mauvaises en soi, mais le problème, c'est compter ça comme l'idée de développement. Donc, on donne des tablettes aux enfants en espérant que comme ça, on va améliorer leur éducation. Mais ces enfants-là n'ont pas accès à un repas, à 3 repas par jour, par exemple, ou l'école n'a pas d'électricité, etc. Donc, aujourd'hui, on assiste en sorte de découplage, je ne sais pas comment on dit ça en français, decoupling entre l'accès aux services, à la technologie et aux services essentiels. Et ça, c'est une chose critiquée par la théorie de la modernisation. Et encore, de plus en plus, bon, qu'est-ce qu'on a vu dans la première séance? Que la vaccine de la COVID-19, par exemple, elle est devenue l'un des produits les plus profitables de l'histoire. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la théorie de la modernisation? Bon, de plus en plus, on constate que la technologie peut favoriser l'enrichissement de quelques-uns plus que le bien-être de la majorité de la population. Okay? Comme par exemple, ça c'est l'exemple de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Si on prend l'exemple du vaccin contre la COVID, par exemple. Cet exemple-là, cette période-là, a montré très bien que l'infrastructure pour produire des vaccins pour l'ensemble de la population existait. Okay? On avait des moyens physiques de produire les vaccins pour toute la population mondiale, ou au moins pour une partie beaucoup plus large de la population que celle qui a effectivement reçu les vaccins. Mais quel était le problème? Cela n'était pas fait parce que les grandes entreprises pharmaceutiques, elles avaient les monopoles intellectuels des vaccins. Ça veut dire, c'est moi qui peux produire ça, c'est moi qui peux produire ces vaccins, c'est que moi, et je les fais au prix que je veux, et j'ai fait autant que je veux. Je vais faire
la quantité de vaccins qui va me donner la marge de profit la plus large possible. Donc, les profits, il était mis au-dessus des intérêts de la santé de la population mondiale. OK? Même si le développement des vaccins a été financé dans une grande partie par l'argent public. Et ça, c'est une chose, je vous invite à rechercher ça pour vous, chercher ça pour vous-même, mais ça, c'est un fait assez connu, qui toute la chaîne de research and development, de développement des vaccins, et normalement, elle est financée dans une grande partie par l'argent public. À la fin de la chaîne de la production, elle est développée dans les entreprises pharmaceutiques privées et à la fin, les profits sont exclusivement de ces entreprises-là. Bon, mais ça, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de technologies, on a beaucoup d'innovations, mais ça, c'est pas suffisant, ok? La technologie aujourd'hui, elle sert au profit, plus qu'au bien-être de la population. Donc, ce sont des choses différentes aujourd'hui. Différentes, pardon. Bon, ok. Pour continuer, qu'est-ce qu'on a? La théorie de la dépendance, elle va justement critiquer cette idée des structuralistes qui l'industrialisation et les progrès technologiques, ils sont la solution pour le sous-développement. Cette théorie, elle est apparue dans les années 60-70, donc un peu après. Et il va critiquer la théorie de la modernisation, pas que, hein, mais ça, c'est une partie importante. Ils vont dire que la simple industrialisation ne permettrait pas de rompre avec le sous-développement. Donc, ils sont d'accord, c'est pas qu'ils sont, ils sont pas en désaccord avec les structuralistes, ok? Il y a beaucoup de liens entre eux. Les deux sont des théories hétérodoxes du développement et qui critiquent la vision orthodoxe mainstream du développement. Mais le problème, c'est que les structuralistes, ils vont dire que la dépendance, elle n'est pas qu'économique. C'est pas qu'une question d'industrialisation. Donc, ils vont dire que les structuralismes, ils ne questionnent pas suffisamment les causes de ce développement. Bon, les objectifs de cette séance donc sont justement de présenter la théorie de la dépendance et de montrer comment on peut voir ça, les manifestations de ce qu'elle aborde dans le monde réel. La théorie de la dépendance parle beaucoup des mécanismes d'extraction des ressources par les centres. Dans le passé, donc on va parler de la colonisation, il parle beaucoup de la colonisation, et on va parler des mécanismes d'extraction des ressources par les centres aujourd'hui, qui sont des multinationales. La colonisation, les multinationales, la dette sont des choses qui sont assez discutées par la théorie de la dépendance. Et on va voir peut-être à la prochaine séance, je crois, les solutions au sous-développement. Mais après tous ces débats-là, ça va être un peu plus facile de savoir quelles sont les solutions qu'ils proposent pour le sous-développement, qui sont assez radicaux, ok, et assez différents. Donc, ils ont beaucoup en commun avec la théorie structuraliste, mais les solutions vont être assez différentes. Ok. Bon, on commence alors pour parler de c'est quoi la théorie de la dépendance. Pour commencer, ils ont, comme j'ai dit, plusieurs points en commun avec la théorie structuraliste. Okay? Et pour ça, même les bouquins qu'on utilise, Stephanie Trelay, Marc Raffino, etc., Kate Willis, ils ne vont pas, normalement, les auteurs, ils ne font pas de différences, de distinctions. Normalement, ils présentent Celso Furtado, Raul Prebisch, donc les économistes de la théorie structuraliste latino-américaine, comme la partie de la théorie de la dépendance, ok? Ça, c'est pas hyper correct. On va voir qu'il y a des différences hyper importantes.
Mais c'est quoi qu'ils ont en commun? C'est que les deux, juste une petite remarque, ils s'entendaient très bien. Ils écrivaient ensemble, ils se réunissaient. Donc, ils avaient des liens, même les auteurs structuralistes et de la dépendance, ils parlaient beaucoup entre eux. Bon, et en commun, qu'est-ce qu'ils avaient? Surtout l'idée que les pays moins développés ne sont pas responsables des problèmes qu'ils rencontrent pour se développer. Donc, ça, c'est la différence. Ça, c'est qui fait qui sont considérés comme des économistes hétérodoxes, ok, des théories hétérodoxes du développement. Et c'est la différence avec la théorie orthodoxe de développement. Comment ça? Parce qu'on avoue que pour les orthodoxes, si les sous-développements, c'est plutôt il est analysé à l'échelle nationale, ok? Donc, qu'est-ce que les pays de l'Afrique, par exemple, ils font qui cause le sous-développement? Ah, et là, on va dire, ah, parce que l'État, parce qu'il a trop de corruption, parce que les institutions sont inefficaces, parce que les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'éducation, etc. Et les hétérodoxes, la théorie de les dépendantistes, qu'on dit, la théorie de la dépendance, et les structuralistes, ils vont dire non, 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 non. Euh, les problèmes du sous-développement de l'Afrique n'est pas en Afrique. C'est dans la façon dont les structures, les relations entre les pays du centre et de la périphérie, elles ont évolué au long de l'histoire. Okay? La théorie de la dépendance, elle est assez intéressante parce qu'elle va décrypter quels sont les mécanismes par lesquels cette dominance, elle peut se reproduire à travers le temps. Et ça, c'est une chose qui c'est ici quelques slides après, on va commencer à parler de ça. Bon. Notre vision en commun des structuralistes et de la théorie de la dépendance, c'est qu'ils ne parlent pas des économies capitalistes, ok? C'est pas que le Brésil est capitaliste, les États-Unis est capitaliste, c'est pas question de ça. Ils vont dire que les économies, elles sont dans un système capitaliste mondial, ok? Le capitalisme, il est un système mondial. Et il est structuré de manière à profiter les pays du centre. Et ça va perpétuer les sous-développements dans la périphérie. Et pour ça, c'est que pour la théorie de la dépendance, ce qu'ils vont dire, c'est que justement, il faut sortir de ces systèmes-là, comme a essayé de faire Cuba, l'URSS, etc. Bon. L'échange inégal qui on a vu avant, l'histoire présentée par les structuralistes, qui le fait que les pays de la périphérie exportent des matières premières et importent du centre des produits industrialisés et tous les problèmes qui viennent avec, ils vont dire que ça, cet échange inégal, il est en partie important du processus de sous-développement, mais c'est loin d'être tout. Okay? Donc là, on commence à voir les différences. Pour les structuralistes, les structures qui reproduisent la dépendance sont principalement les structures économiques. Ok? On avoue qu'ils vont se focaliser surtout dans l'histoire du commerce international, de cette asymétrie entre être un exportateur des matières premières ou un exportateur des manufacturiers. Bon, mais pour les dépendantistes, ces structures-là sont beaucoup plus complexes. On a parmi des auteurs de la dépendance Samir Amin, qui était égyptien, il est hyper connu en France, et André Gunder-Frank, et bon, il y a plein d'autres aussi. Mais de toute façon, ça, c'est une théorie qui est là, vu les jours, dans les années 1960, 1970, ok?
Mais ces auteurs-là, ils sont, bon, comme on peut voir, les photos sont déjà en couleur. Donc, Samir Amin et Anderson Funk, ils ont écrit, surtout Samir Amin, ils ont continué à écrire jusqu'à les débuts des années 2000. Donc, c'est plus récent, on dirait. Ils vont critiquer la théorie de la modernisation, entre parmi d'autres choses, qui est explicite dans la théorie orthodoxe, mais qui est aussi implicite dans la proposition des industrialisations des structuralistes. Bon. Euh, et la théorie de la modernisation, comme on a vu, elle va soutenir que tous les pays peuvent attendre le développement, ok, en s'industrialisant et en atteignant les niveaux de progrès technologique du centre. Et pour les dépendantistes, cette histoire de attendre les niveaux de progrès technologique du centre n'est ni possible ni souhaitable. Bon, ni possible parce que ils vont dire que les pays font partie d'un système capitaliste international, ok? C'est pas les Congo ou les Brésil ou je sais pas où, c'est pas qu'ils sont capitalistes ou socialistes ou quelque chose comme ça, mais ces pays-là, ils sont partie des relations qui sont structurées autour d'un système capitaliste international. Donc, le capitalisme, il est global, il n'est pas national. Et dans ces systèmes-là, certains pays sont capables d'extraire les ressources des autres pays. Donc, et c'est pour ça que c'est pas possible pour les pays de la périphérie d'attendre les niveaux de progrès technologique du centre, parce que le centre va faire toujours, va mettre en place des mécanismes pour garantir les sous-développements permanents de la périphérie. Et on va voir qu'il y a l'histoire du côté culturel, militaire, économique, politique, etc. Bon, donc c'est ni possible et ni souhaitable. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas souhaitable de vouloir attendre les modèles de centre? Parce qu'ils vont dire écoute, chaque pays a une histoire, chaque pays a un type de société, chaque pays a une culture. Donc, les développements, c'est une chose qui est particulière. Les développements ont une signification différente en chaque pays. Et donc, il y a une façon unique d'atteindre. Chaque pays a sa propre façon d'atteindre ce développement. Il n'y a pas cette histoire de one size fits all. Il n'y a pas un schéma unique pour le développement qui va servir à tous les pays. Voilà. Bon. La différence aussi, alors que d'autres théories, y compris des théories hétérodoxes, se concentrent, comme j'ai dit, sur le commerce international. Ça, c'est le cas des théories structuralistes. Donc, ils vont voir la dépendance comme un phénomène économique, ok? Si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'histoire de sous-développement en Amérique latine, par exemple, pour les structuralistes, était liée au fait que les structuralistes exportaient des matières premières, donc ils avaient besoin de dollars pour s'acheter des manufacturés qu'ils ne produisaient pas. Pour avoir des dollars, il fallait soit emprunter du centre ou exporter sa nature en permanence au centre. Et comme ça, on a un mécanisme constant de sous-développement. OK? Et là, bon, ça c'est un côté assez économique. Ça, c'est des facteurs, une explication assez économique pour les sous-développements. Et la théorie de la dépendance, elle va dire que les mécanismes qui causent les sous-développements, ils ne sont pas qu'économiques. Il y a aussi des facteurs politiques, culturels et militaires qui vont contribuer pour la domination permanente du centre. Bon. Une chose, bon, je voudrais pas compliquer beaucoup, mais je pense que c'est assez important de dire une chose. Une autre caractéristique assez importante, que je trouve assez important,
de la théorie de la dépendance et qui elle va parler pas que des relations entre les pays, ok, des relations de domination entre les pays. Ils vont parler aussi des relations de domination à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour être juste avec les structuralistes, dans la théorie, ils parlent de ça. Mais c'était pas du tout comme dans la théorie de la dépendance. Bon, la théorie de la dépendance, elle va dire que les rapports de classe et les relations de domination, elles sont aussi internes, ok, aux sociétés, et elles aident à reproduire la domination centre-périphérie. Qu'est-ce que je veux dire? Que l'exploitation, elle ne se produit pas seulement des pays riches vers les pays pauvres. Il y a des conflits entre pays, mais il y a aussi des conflits de classes dans les pays. Et ça aide dans le processus de sous-développement. Okay? On sait que dans chaque pays, on a des travailleurs ruraux, des travailleurs urbains, des retraités. Et d'autre côté, on a des grands industriels, des grandes propriétés des terres, l'élite militaire, les banquiers. Et ces classes-là ont souvent des intérêts divergents. Elles ont souvent un niveau de pouvoir différent. Et donc, la domination de certains pays sur d'autres, elle est favorisée et elle a lieu au même temps que la domination de certaines classes sur d'autres. Okay? Donc là, et ça, c'est une chose qui à mon avis, ça fait du sens. Et c'est pour ça qu'ils ont une vision beaucoup plus complexe et on dirait complète de ce développement. Bon, on va commencer par les débuts. Si vous arrivez bon, si vous avez noté, on parle pas beaucoup de sous-développement, mais on parle plus dans cette théorie de l'histoire de la dépendance. Bon, quelle est l'idée de la dépendance et pourquoi elle est différente dans une certaine façon du sous-développement? Le concept de dépendance, il a une connotation, il a une signification un peu plus politique, on dirait. Il va dire, le concept de la dépendance, formellement, c'est l'idée que l'économie d'un pays est conditionnée par le développement d'un autre pays. Ok? Ça, c'est l'idée de dépendance. Ils vont dire que certains pays, les pays dominants, peuvent se développer tout seuls, ok? Tandis que d'autres pays, les pays dépendants, ne peuvent pas se développer que en fonction des premiers. Bon, cette idée, elle peut être vue, par exemple, dans cette interprétation-là, on pourrait dire que, par exemple, les développements de l'économie anglaise pendant le 19e siècle étaient basés sur le sous-développement de l'Inde. Le développement des États-Unis pendant le 20e siècle était basé sur le sous-développement de l'Amérique latine. Ou par exemple, le développement de la Chine aujourd'hui est maintenant basé sur le sous-développement de l'Afrique et de l'Amérique latine. Okay? Les pays sont en relation. Bon. La dépendance, elle implique aussi l'extraction continue des ressources des pays pauvres vers les pays riches. Ça, c'est la caractéristique la plus importante. Ça, c'est le corps, les moteurs de la dépendance. C'est justement cette capacité du centre d'extraire en permanence des ressources des pays pauvres vers eux, ok? Vers les pays riches. Et là, la théorie de la dépendance, elle va décrypter quels sont les mécanismes qui permettent cette extraction des ressources des pays riches, des pays pauvres vers les pays riches. Cette dynamique a commencé avec l'impérialisme et la colonisation. Après, cette dynamique, elle est perpétuée par le néolibéralisme et le néocolonialisme.
Et ces phénomènes-là permettent l'extraction continue des ressources. Ça, on va voir aujourd'hui. Et le néolibéralisme et le néocolonialisme, on va les définir et les présenter un peu pendant les prochaines séances. Mais qu'est-ce que l'idée? Bon, l'idée ici de parler de colonisation, néolibéralisme, néocolonialisme, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de parler de quels sont les phénomènes qui permettent cette extraction des ressources. Ils vont dire aussi qu'au fur et à mesure que le monde change, ces processus vont permettre, en quelque sorte, d'actualiser les canaux d'extraction des ressources en fonction des conditions de chaque période historique. Okay? Donc, la colonisation, elle a pris fin, donc elle a terminé. Et là, on a besoin de mettre à jour les structures de la dominance. Et comme ça, on peut comprendre le néocolonialisme, le néolibéralisme. Bon, et là, ça, c'est une analyse. Donc, ils font cette analyse complexe disant que les structures de domination vont changer. Les pays qui sont capables d'extraire des ressources des autres, ils peuvent changer, mais ça n'empêche pas l'effet que dans les systèmes capitalistes internationaux, il y aura toujours des mécanismes d'extraction des ressources, de domination de certains pays par d'autres. OK? Voilà. Bon, quels sont les canaux par lesquels cette extraction a lieu, plus précisément? Bon, à différentes périodes historiques, on constate un rôle important, ok, sous différentes formes, au moins 3 canaux. Les premiers moyens d'extraction des ressources, c'est justement le commerce international, parce que les centres, il va vendre, non, la périphérie, elle va être censée vendre au centre les matières premières à bas prix et son force de travail à bas prix, à prix faible, et de s'acheter des choses à un prix beaucoup plus élevé. Un deuxième moyen, c'est à travers les investissements, surtout les investissements des multinationaux, qui vont s'approprier pas des matières primes à bas prix, mais de profits faits à la périphérie, ok? Ils vont s'approprier de profits faits à la périphérie, ils vont renvoyer ces profits, cet argent au pays du centre. Ça, c'est un deuxième moyen. Et le troisième moyen, on dirait que c'est les plus importants aujourd'hui, à mon avis, c'est à travers les flux financiers, à travers la dette. Comme ça, c'est un sujet assez compliqué. On va parler de ça dans une séance spéciale. Mais la dette, les transferts des ressources de la périphérie vers les centres à travers des intérêts et de la dette, je dirais qu'elle est aujourd'hui le principal mécanisme de domination, si on voulait, ou d'expropriation des ressources, si on voulait, de la périphérie vers le centre. Bon. La théorie de la dépendance, selon la théorie de la dépendance, pour faire un petit recap, les pays du centre ont extrait et continuent d'extraire des richesses des pays en développement par divers moyens, ok, par les commerces internationaux, à travers les investissements, à travers la dette. Et pour garantir la permanence de ces canaux-là, ils vont souvent utiliser de la force physique et des menaces économiques. Les États-Unis sont un exemple, sont peut-être l'exemple le plus clair. À la lumière des milliers de fois où ils ont envahi d'autres pays pour s'assurer un accès au pétrole, ou des centaines de fois où ils ont financé des coupes d'État en Amérique latine et en Afrique, ils ont financé des guerres dans d'autres pays pour s'assurer un accès à un espace économique ou un espace politique. Je vous invite, si vous êtes intéressé à ces sujets, Naomi Klein, elle a un bouquin assez connu qui s'appelle The Shock Doctrine. C'est Naomi Klein, son nom.
Et elle parle justement de comment les États-Unis utilisent la guerre pour, euh, pour faire du profit. Bon, c'est plus que ça, mais c'est un peu ça l'histoire. Et bon, et aussi, il y a des menaces économiques. Par exemple, euh, les États-Unis ou la OECD, il y a à plusieurs reprises, ils ont fait des menaces de couper les liens commerciaux avec un pays lorsque ce pays exprime un souhait de limiter les pouvoirs des multinationales américaines ou européennes, par exemple. OK? C'est pas que les États-Unis, c'est aussi l'Europe, la Chine. Donc, au long de ces séances et des prochaines séances, on va voir quelques exemples de comme ça peut arriver. Bon, les diagnostics du sous-développement, il est plus complexe. Les solutions au sous-développement, elles sont plus complexes aussi. Ils vont... Attends. Comme ils vont dire que le capitalisme est un système basé sur la domination, l'exploitation, la dépendance, à travers la colonisation, les multinationales, la dette, etc. C'est pas possible de gagner, ok? Dans un système capitaliste, c'est pas possible de gagner. La solution, c'est de rompre avec le capitalisme. La solution, c'est un projet politique alternatif. Euh, et ça, ils vont se demander si ces régimes, le capitalisme, ne fonctionnent pas pour les pays en développement, pourquoi est-ce que les pays en développement sont obligés de reproduire les systèmes politiques des pays riches, ok, les capitalismes? C'est au minimum un manque d'imagination. Il est possible de vivre dans des régimes politiques qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins de la population de la périphérie. Donc, ils vont essayer. Donc, qu'est-ce que la différence? Ici, on arrête et on pense aux structuralistes et les stratégies d'industrialisation par substitution d'importation, tout ça qu'on a vu à la dernière séance, ok? Bon, qu'est-ce que les structuralistes, cette idée-là, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Bon, de transformer la périphérie dans un centre, d'une certaine façon, ok? Les structuralistes, ils n'ont pas questionné d'une façon assez forte, assez marquée, les capitalismes. Ils voulaient plutôt faire basculer les matchs du capitalisme en leur faveur que arrêter les matchs. OK? Donc, il disait que d'une certaine manière, c'était possible de passer à l'autre côté. C'était possible de être en périphérie et après devenir le centre, si on s'industrialisait. OK? C'est comme si on peut faire en comparaison, c'était plutôt les post-keynésiennes de l'économie, c'est-à-dire ces hétérodoxes qui sont hétérodoxes, sont critiques du capitalisme, mais ils ne sont pas en faveur de détruire le capitalisme, ils sont en faveur de faire en sorte que transformer le capitalisme dans un système plus amical, on dirait, plus juste. Et la théorie de la dépendance, au contraire, ils vont dire, écoute, dans son ensemble, le capitalisme, il est un système d'exploitation, d'appropriation, et c'est impossible pour tous les pays de la périphérie de faire basculer les matchs en leur faveur. Donc, il faut rompre avec le capitalisme. Comme ils sont anticapitalistes, ils sont considérés les marxistes de l'économie du développement. Bon, donc, on va illustrer ça d'une façon plus pratique. Okay? Comment est-ce que les pays du centre sont capables de reproduire en permanence les structures de domination? On va parler aujourd'hui de la colonisation. Comment est-ce que la colonisation a contribué pour le sous-développement et des multinationaux. Et après, on va parler de la dette. Bon. Ok, pardon. Voilà, la colonisation. Bon, on commence par les débuts. C'est quoi la colonisation? En définition,
de la colonisation, c'est les colonialismes étaient les contrôles politiques des peuples et des territoires par des États étrangers. Okay? La rhétorique orthodoxe, on dirait, c'est qui, à l'instar de Sarkozy et de son discours de 2007, qu'on a vu, c'est qui la colonisation a pris, mais l'a aussi donné. Sarkozy, il a dit la colonisation a pris des ressources, a pris du travail, mais elle a aussi donné des hôpitaux, elle a aussi donné de l'école, ta, 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 ta. Et la théorie de la dépendance, elle va dire non, 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 non. La colonisation, elle a pris beaucoup plus qu'elle n'a donné, et aussi, ce qu'elle a pris ne peut pas être remplacé par ce qu'elle a supposément donné. Voilà. Bon. Donc, est-ce que c'est en causalité, en coïncidence, qui presque tous les pays de la périphérie aujourd'hui, ils ont subi un processus de colonisation entre le 6e siècle, le cas de l'Amérique latine, et le 19e siècle, le cas de l'Asie et de l'Afrique. On a vu que la dépendance à l'égard des ressources naturelles qu'on voit aujourd'hui en Afrique ou en Amérique latine, par exemple, c'est pas causé, donc cette dépendance, le fait que le Brésil exporte du soja et du café et l'Afrique elle exporte du pétrole et du gaz jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'une question de géographie, ok? C'est aussi un résultat des politiques qui ont été menées dès l'époque coloniale pour volontairement spécialiser les colonies dans les rôles des fournisseurs de matières premières. On dirait que peut-être, et on va montrer un peu comment on peut dire que l'effet qu'aujourd'hui, ça c'est les tonnes de soja exportées au Brésil par municipalité en 2020. Okay? On peut dire que ça, c'est beaucoup lié au modèle des colonisations du Brésil. Une chose, une phrase hyper importante de Gunder Frank, un théoricien de la dépendance, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire The now developed countries were never underdeveloped, though they may have been undeveloped. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a vu pendant la colonisation l'installation des politiques et des pratiques qui ont été conçues explicitement pour extraire les ressources et les richesses de leur territoire au profit des puissances colonisatrices. Okay? Les pays développés, ils n'étaient pas toujours développés comme aujourd'hui. Ça, c'est évident. Ils étaient, à un moment donné, même la France, la Suisse, les États-Unis, etc. À un moment donné dans l'histoire, ils étaient des sociétés agraires, des sociétés féodales, des sociétés archaïques, avec beaucoup de pauvreté, manque d'éducation, etc. Bon, mais ils n'ont jamais souffert des processus de colonisation semblables à ceux qu'ils ont provoqués dans les pays moins développés. Et cela inclut les États-Unis, bien entendu. Parce que même si les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre, pour un certain nombre de raisons géopolitiques, les conditions de colonisation anglaise aux États-Unis ne sont en rien comparables à celles de la colonisation anglaise à l'Afrique de l'Ouest ou en Inde, par exemple. Bon, donc comment est-ce que la colonisation a-t-elle affecté les développements? Bon, premièrement, à travers l'exploitation des ressources naturelles. Les colonies étaient censées produire des matières premières, l'or, l'argent, les sucres, les tabacs, etc. Et les cotons aussi très important. Et donner ces produits aux pays colonisateurs. Ok, donner. Et ces systèmes étaient largement, bien évidemment, favorables aux colonisateurs, car ils assuraient aux colonisateurs une source garantie
d'approvisionnement des matières premières bon marché. Il garantissait aussi une source de marché pour vendre les produits qu'il fabriquait. Donc, pour dire autrement, les colonies représentaient une source garantie des offres de matières premières gratuites, et une source de marché pour vendre ces produits-là. Les puissances coloniales accordaient souvent des concessions d'exploiter les ressources naturelles à la périphérie. Elles étaient souvent exclusives des entreprises de la métropole. Ici, j'ai mis un exemple assez curieux, assez récent. Si vous voulez ça, c'est la reine de l'Angleterre qui est décédée en 2022. Mais ça, c'était les Koh-i-Noor. Les Koh-i-Noor, c'est considéré comme, je suis désolée, je sais pas dire vraiment les mots, les noms. J'ai dit avec mon accent brésilien. Je suis désolée, mais bref. Ces diamants-là, il est considéré ici, il est considéré l'un des diamants les plus chers au monde et l'un des diamants avec les plus gros diamants au monde. OK? Et ça, c'est un diamant légendaire. Il y avait les premières légendes disaient que ces diamants étaient trouvés, découverts au Moyen Âge. Les premières références sont du XIVe siècle. Enfin, c'est un diamant hyper important. Quoi qu'il soit, il existe, il venait de l'Inde, ok, il était en Inde. Et avec la colonisation de l'Inde par l'Angleterre, la couronne de l'Angleterre a bien évidemment pris les diamants et a mis dans la couronne de la reine de l'Angleterre. Ok? Et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Avec la mort de la reine, et comme vous pouvez voir dans ces reportages-là, par exemple, avec la mort de la reine l'année dernière, il y a eu un mouvement assez important de la part des propriétaires originaux du diamant pour réclamer la propriété du diamant, parce que ça, c'était volé de l'Inde. Mais bien sûr, rien s'est passé. Mais je sais qu'on va voir je sais pas comment on dit ça en français, mais bah, les Charles va se faire couronner. Je sais pas si ça c'est la bonne expression. Bon, il va devenir le roi. On va avoir une cérémonie en juin. Et Camilla, qui va devenir la reine, elle a décidé de ne pas porter cette couronne-là, justement parce que ça est devenu une affaire politique hyper sensible pour l'Angleterre, la possession de ces diamants-là. Bon, bref, histoire, exploitation des ressources. On continue. Après, voilà. Après, une autre chose, la suppression des industries locales. Donc, c'était pas question que les colonies, les pays sous-développés, les pays plus pauvres, ils étaient censés exploiter les ressources naturelles. C'était aussi histoire que dans plusieurs colonies, il y avait déjà des industries qui étaient relativement assez développées. Ils étaient détruits par les métropoles. Les cas les plus importants, c'est de l'Inde. Okay? On a vu en Inde la suppression de son industrie pour ne pas faire concurrence à la métropole, dans ce cas l'Angleterre. Avant la colonisation de l'Inde, l'Inde est très hyper connue pour ses produits textiles, comme ça, hyper délicats, hyper sophistiqués. L'industrie textile indienne, elle était une grande exportatrice des textiles au reste du monde avant la colonisation, ok? Mais l'Angleterre souhaitait développer son industrie textile. L'industrie textile était l'une des principales industries à l'origine de la révolution industrielle et tout ça. Bon, avec la colonisation, qu'est-ce qui se passe? L'Inde a été contrainte, obligée
de produire et d'exporter que du coton, donc la matière première, vers l'Angleterre plutôt que les produits finaux, ok? Et il y avait même de plusieurs, comment on dit ça? Plusieurs reports qui les tisseurs qui refusaient de vendre aux Anglais ou qui essayaient de vendre les produits textiles fabriqués à d'autres acheteurs, ils étaient emprisonnés. Aussi, une autre chose qui s'est passée, en plus de empêcher l'Inde de produire des textiles et de produire que du coton, c'est que la Grande-Bretagne, elle a aussi imposé des taxes hyper lourdes pour quelqu'un qui voulait acheter les textiles indiennes. Bon, etc., etc. Dans tous ces contextes-là, l'Angleterre a réussi de tuer l'industrie textile de l'Inde qui était jusqu'à là hyper important pour le monde, hyper important pour l'économie indienne aussi. Et la participation de l'industrie indienne dans l'exportation du textile au monde a été réduite à presque rien à la fin du colonialisme, à la fin de la période coloniale. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Donc, on continue. Bon. Troisièmement, on a vu aussi, pendant la colonisation, l'imposition de politiques commerciales et d'investissement favorables aux colonisateurs. Comment ça? Bon. Et les politiques et les pratiques de la colonisation, elles ont souvent profité aux colonisateurs au détriment des colonisés, ok? Et comme ça, ils ont bien évidemment entraîné la concentration des richesses, la concentration des terres, la concentration des patrimoines, etc., dans les mains d'un petit nombre de personnes. Pour donner un exemple important de comment la construction de l'infrastructure et des investissements dans la colonie, elle était faite pour donner du profit, faire du profit, non, pardon, pour donner des profits à la métropole. C'était l'exemple des infrastructures de transport, ok? Comme par exemple les chemins de fer, les routes, les ports. On va parler ici, par exemple, des chemins de fer. Les chemins de fer dans les colonies, ça c'est l'exemple. Oui. Ça, c'est l'exemple des chemins de fer, la construction des chemins de fer en Argentine. Et à côté, ça. Et à côté, on a, à peu près à la même époque, on a comment c'était la construction des chemins de fer en Angleterre. OK? England and Wales. Bon, bien évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? Quelle est la différence entre ces deux chartes-là? C'est qu'ici, il y a un modèle. Ici, les chemins de fer, ils vont connecter tous les pays. OK? Ici, on a un modèle très, très évident. C'est qu'on va connecter toute la partie de la région du pays qui vont produire les matières premières. Et tous les chemins vont jusqu'à quoi? Les ports. OK? Pour exporter ces matières premières vers les centres. Donc, tous les chemins vont mener je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais tous les chemins on dit ça en portugais. Tous les chemins vont mener au port pour être exportés. Donc, et ça, c'est pas le cas de l'Argentine. Ça, c'est plutôt partout dans les colonies. Les chemins de fer, les ports, etc., ils ont construit en fonction des besoins, pas en fonction des besoins de la population, mais en fonction des besoins de la métropole. OK? Donc, dans la plupart des pays, les chemins de fer ont été construits par les compagnies étrangères, OK? Les compagnies de la France, dans les colonies françaises, les compagnies
anglaises dans les colonies de l'Angleterre. Bon, mais les entreprises qui construisaient les chemins de fer, ils étaient de la métropole. Et la production, ça c'était un moyen de faire la production aller plus facilement jusqu'à l'époque pour aller à la métropole. OK? Euh, et donc, comme ça, on voit très évidemment que l'infrastructure de pays de la colonie, elle n'était pas faite pour les besoins du pays, mais pour les besoins de la métropole. Et ça, bien évidemment, va avoir des conséquences jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. OK? Bon. Pour quatrièmement, l'autre chose, un autre mécanisme à travers lequel la colonisation a affecté le développement, c'est à travers la création des mécanismes de concentration des revenus, les mécanismes de concentration des propriétés, les mécanismes de concentration des richesses. Par exemple, comment ça? Ici, on a une charte du Brésil. Okay? C'est pas une charte, désolé, un graphique du Brésil. Ça, c'est assez récent. C'est les recensements agricoles de 2017 fait par Limaflora. Donc, ils ont pris des données d'enquête, mais aussi des données des satellites et tout ça. C'est une enquête, une recherche assez complète. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle est la conclusion? On peut voir, si on prend des images des satellites et tout ça, que les 5% des fermes les plus grandes au Brésil, ils représentent 63% presque du territoire, de la superficie occupée par tous les fermes. OK? Les 95% plus petites fermes sont un peu plus qu'un tiers du territoire total. Ça, c'est une concentration des revenus dans les énormes, pardon, ça c'est une concentration des propriétés énormes dans un petit nombre de personnes. OK? Bon, et il y a des racines historiques pour ces modèles-là. Bien évidemment que ça ne peut pas être expliqué que pour la colonisation, mais on va voir que cette histoire des 5%, des très peu personnes, d'un nombre très réduit de personnes qui ont des fermes énormes, des territoires, des territoires assez vastes de terre. Bon, ça, c'est une histoire qui date de la colonisation. Je prends ici l'exemple du Brésil pour montrer, bon, ça c'est les systèmes, donc ça c'est 2017, ok? Mais si on revient à 1530 quelque chose, 34 je crois, on a mis en place, non, bah, la couronne de Portugal a mis en place les systèmes de capitainerie héréditaire, ok? Ça a été créé au Brésil par la couronne portugaise afin d'administrer les territoires et de protéger les territoires qu'ils venaient de découvrir, entre guillemets. Bon, qu'est-ce que les Portugais ont fait? Ils ont divisé sa partie du territoire, donc sa partie à gauche. Pour ceux qui ne savent pas, dans un moment donné de l'histoire, cette partie du Brésil était propriété du Portugal, cette partie de l'Espagne. Mais bon, après, c'était la colonisation portugaise. Bon, le Portugal a pris sa partie du Brésil. Il a divisé en 15 bandes de terre, ok? Et il a donné chaque bande de terre à une personne proche de la couronne. C'était leur territoire. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sur ces terres, y compris ils pouvaient percevoir des impôts. Ils étaient les propriétaires de la terre et tout ce qui était produit dans la terre, ils pouvaient faire de profit avec. En échange pour recevoir les terres, ils étaient confiés les développements du territoire
ils étaient censés protéger les territoires de la résistance indigène, parce qu'il y avait, bien évidemment. Donc, ils étaient censés soit contrôler les indigènes, soit détruire les indigènes qui résistaient. Bon, bien évidemment, comme je viens d'expliquer, ce processus n'est pas la seule raison pour laquelle on a une très grande concentration de propriété, de la propriété aujourd'hui au Brésil, mais c'est clair que une concentration de terres de cette ampleur-là difficilement va se résoudre naturellement au fil du temps. Non? Et on a vu une chose très similaire en Argentine. En Argentine, il y avait des énormes propriétés qui ont été données à des militaires qui ont réussi à vaincre les populations indigènes, ok, qui ont réussi à contrôler les populations indigènes. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'études qui montrent que cette politique-là, elle a contribué à créer une oligarchie foncière qui, même aujourd'hui, elle reste assez forte en Argentine. Bon. Là, finalement, pour finir, une cinquième forme à travers laquelle la colonisation a affecté le développement, c'était bien évidemment la création des segments exclus des droits politiques et des droits sociaux. Ici, on parle surtout des indigènes et des esclaves. Dans le cas de l'Amérique latine, de l'Afrique, c'était plutôt les esclaves africains qui étaient menés en Amérique latine. Mais bon, on a d'autres processus et dynamiques d'esclavage au long de l'histoire de la colonisation. Mais dans tous les cas, par exemple, dans les cas d'esclavage provenant des esclaves qui venaient d'autres pays, l'esclavage a eu des effets néfastes, on dirait, tant dans les pays d'origine comme dans les pays des destinations, on dirait. OK? Bon, outre les débats évidents sur les caractères problématiques de l'esclavage en termes de droits de l'homme, on va pas parler de ça parce que c'est évident, mais aussi l'abolition de l'esclavage dans les colonies, elle était faite normalement sans les politiques de remédiation. Donc, dans les pays d'origine, qu'est-ce que l'esclavage a produit? Bon, il y avait toute une partie de la force de travail qui était arrachée de son pays par la force, ok? Donc, dans les pays d'origine, ils ont perdu la force de travail et aussi leur famille, les réseaux de la communauté, etc. Et bon, vous arrachez la personne de son pays par la force, vous la transformez dans l'autre pays en esclave, et au moment où l'esclavage devient illégal, vous ne mettez pas en place des politiques de réparation, par exemple, pour garantir que cette personne va avoir un accès à l'éducation, un logement, etc. Et ça va augmenter encore plus les problèmes. La question du sous-développement. Le cas du Brésil, il parle beaucoup. Pourquoi? Parce que le Brésil, il a reçu l'un des plus grands nombres d'esclaves de l'Afrique, ok, pendant sa colonisation. Il était aussi l'un des pays qui a fini le plus tard avec l'esclavage. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, par exemple? Les esclaves libérés n'avaient pas d'accès à l'éducation, donc ils ne pouvaient pas trouver des emplois de qualité. Ils étaient analphabètes. À cause de ça, ils ne pouvaient pas voter, donc ils ne pouvaient pas élire des représentants qui pourraient faire valoir leurs intérêts. Et ils n'avaient pas d'endroit où vivre, ok? Et c'était comme ça qu'ils sont nés les premiers favelas, les premiers bidonvilles au Brésil. Donc, je suis sûre que vous avez déjà vu ça
dans les films, à la télé, etc. C'est quoi les favelas à Rio, au Brésil? Ce sont normalement des collines remplies de maisons précaires où vit aujourd'hui une grande partie de la population des plus grandes villes, ok? Et les premiers favelas au Brésil, elles étaient créées justement par des anciens esclaves sans terre et sans possibilité de travail. Mais ce que j'attire l'attention, c'est de dire que est-ce que ça, c'est un problème qui est fini aujourd'hui? Ben, pas, non, en fait, parce que, bon, qu'est-ce que je veux dire? On va exproprier par la force des groupes de leur terre d'origine. On va les exploiter et on va pas mener des politiques pour essayer après de remédier cette situation-là. Ok? Ben, ça va contribuer clairement pour des faits comme le fait qu'aujourd'hui, les taux de pauvreté sont beaucoup plus élevés chez les indigènes et chez les noirs au Brésil que chez les blancs. Et ça, c'est un peu la norme pour tous les pays. Euh, encore, et aussi, si on prend encore aujourd'hui la majorité de la population qui vit dans les favelas à Rio, elle est noire, ok? Donc, bon, ça c'est pour dire que la colonisation, elle n'est pas totalement finie, même aujourd'hui. Ce que la théorie structuraliste va dire, c'est qu'après la colonisation, les structures de domination, elles n'ont pas disparu, ok? Elles ont changé de visage. Et c'est là qu'on rentre dans l'histoire des multinationales. Les théoriciens de la dépendance, ils parlaient des multinationales, aussi d'autres choses qu'on va voir après, mais ils parlaient beaucoup des multinationales et pour eux, c'était une des façons à travers lesquelles, après la colonisation, les centres étaient en mesure d'extraire les ressources de la périphérie. Bon, on sait que les entreprises étrangères, elles opèrent dans les pays de la périphérie depuis la colonisation. Okay? Et après la colonisation, on a vu des nouvelles formes, des formes modernes d'activité. Il y a une rhétorique aussi. De la même façon que Sarkozy et tout un tas de personnes, ils ont dit que la colonisation, elle a pris, mais elle a aussi donné. Il y a aussi une idée une vision critique, elle va dire qu'il y a aussi un narratif qui les multinationales sont importantes parce qu'elles prennent, mais elles donnent aussi. Elles sont importantes pour qu'elles vont apporter des investissements à la périphérie. Et c'est que la théorie de la dépendance, elle essaie de montrer, c'est qu'en fait, les multinationales, elles prennent beaucoup plus qu'elles donnent. Pour donner un exemple, une dimension de la taille des entreprises multinationales, les 100 plus grandes transnationales, les 100 plus grandes multinationales au monde, elles étaient cotées en 35 trillions de dollars en 2022. Ça signifie la somme de toutes ces actions sur les marchés financiers. Et chacune d'entre elles fait des milliards d'euros de profits nets par an, normalement. Après, où sont les grandes multinationales? Elles viennent surtout des États-Unis, ok? Donc, même si on essaie de relativiser un peu les pouvoirs des États-Unis aujourd'hui, ça reste assez difficile de comparer avec les autres régions. C'est évident que les États-Unis continuent à être une grande puissance puissance dans le monde. Voilà. Bon, les rôles des multinationales. Selon la théorie de la dépendance, les multinationales sont une extension du pouvoir économique des pays développés. Pourquoi? Parce qu'avant, pendant la colonisation, il y avait une forme de pouvoir, on dirait, explicite, à travers l'utilisation de la force et tout ça. Après la colonisation, la domination, elle doit être exercée d'une façon plus implicite, plus cachée, on dirait. Et les multinationales, elles seraient un mécanisme pour les faire.
Bon, avec la théorie de la dépendance, on peut penser les critiques des multinationales, ils vont donner au moins 5 raisons, 5 arguments pour dire que les multinationales sont en façon de reproduire euh, de façon continue la domination, l'exploitation et la dépendance. Bon, ce que je veux dire ici, bien évidemment, il y a des degrés, ok? Mais les principales critiques à l'action des multinationales avant et aujourd'hui dans les pays en développement, et ce qui est assez discuté par la théorie de la dépendance et démontré dans certains cas, c'est bon, premièrement, on peut dire, on peut parler de l'exploitation des ressources naturelles. Pourquoi? Parce que les entreprises multinationales, elles prennent des ressources naturelles de la périphérie. Normalement, elles payent des prix assez faibles à la périphérie en retour, ok? Et dans ces projets-là, non seulement elles prennent des ressources naturelles, mais pour les exploiter, elles suivent des normes environnementales beaucoup moins strictes qu'au centre. Donc, bon, ça va détruire beaucoup plus la nature, ça va nuire beaucoup plus les communautés locales, etc. Deuxièmement, il y a l'exploitation du travail à bas prix. Les multinationales vont souvent offrir des salaires plus bas à la périphérie, ok? Donc, ils vont payer, s'il y a une multinationale au Brésil, par exemple, même s'il y a des gens de l'Angleterre, une multinationale de l'Angleterre, par exemple. Même s'il y a des employés de l'Angleterre qui viennent pour travailler au Brésil, la multinationale va payer aux employés de son pays des salaires normalement plus élevés que pour des gens locaux, on dirait, et avec des conditions de travail moins bonnes. Troisièmement, bien évidemment, il y a les rapatriements de bénéfices. Donc, ils vont faire des bénéfices en utilisant des ressources naturelles à bas prix de la périphérie, en utilisant le travail à bas prix de la périphérie. Comme ça, la marge des profits va augmenter et ils vont réinvestir une partie assez faible dans les économies locales et ils vont s'approprier de la plus grande partie de ces profits. Bon, quelle partie? On ne peut pas savoir parce que les entreprises multinationales, elles communiquent généralement leurs résultats financiers dans ces rapports, mais elles ne sont pas obligées de communiquer les montants spécifiques des bénéfices qu'elles ont réinvestis dans un pays. Donc, on ne sait pas, mais il y a au moins pour une partie des multinationales, il y a beaucoup d'évidences qu'elles vont répatrier la plupart de ces profits. Bon, après, il y a les côtés influence politique, parce que ces entreprises-là, elles ont des pouvoirs des marchés et elles vont utiliser ces pouvoirs économiques. Elles sont des grandes entreprises et elles vont utiliser leur pouvoir économique pour faire du lobby, comme on dit, pour influencer la prise de décisions politiques, euh, pour, euh, à leur propre avantage, normalement au détriment des populations locales. Et cinquième remarque, argument, qu'elles ne vont pas transférer la technologie. Bon, l'idée principale d'attirer les multinationales pour un pays, c'est l'idée que, bon, ces multinationales-là, ces entreprises-là, elles ont de l'argent, elles ont les savoir-faire, ok? Et elles savent faire des choses, elles ont des machines avancées, tout ça. Et l'idée, c'est qu'elles seront en mesure de partager les savoir-faire et partager les machines et partager les technologies avec les entreprises nationales. Et c'est comme ça qu'on aura les développements de l'industrie locale. Ce qui se passe dans plusieurs cas, en réalité, c'est que, bien évidemment, les entreprises n'ont pas, les multinationales n'ont aucun intérêt à partager ce qui donne leur profit avec les entreprises locales.
Donc, les techniques utilisées par les multinationales et les biens produits par les multinationales, souvent, ils ne sont pas accessibles aux autres entreprises, ok, entreprises nationales. Ils sont protégés par des brevets et tout ça. Par conséquent, il n'y a pas un transfert de technologie comme très souvent, il n'y a pas un transfert de technologie comme dans la théorie, entre à travers des multinationaux. Pour vous donner, pour vous donner quelques exemples extrêmes mais réels, il y a des vidéos sur YouTube, donc c'est pas, j'ai pas pris ça de ma tête. Bon, les PDG des Nestlé, en 2005, qu'est-ce qu'il a dit en vidéo? Il a dit, l'eau est la matière première la plus importante que nous ayons dans le monde. Il s'agit de savoir si nous devons privatiser l'approvisionnement de l'eau pour la population. Donc, il parle ici de la privatisation de l'accès à l'eau. Il y a deux opinions différentes. La première, que je trouve extrême, est représentée par les ONG qui s'acharnent à déclarer que l'eau est un droit public. Cela signifie qu'en tant qu'être humain, vous devriez avoir droit à l'eau. C'est une solution extrême. Bon. Et là, comment est-ce qu'on peut comprendre cette position-là? Bon, selon les rapports annuels de Nestlé en 2021, par exemple, Nestlé, elle opère dans 77 pays et le secteur d'eau en bouteille a généré des ventes de 4 milliards d'euros pour Nestlé en 2021. Bon, si tout le monde a accès à l'eau, si l'eau est publique, on n'a pas besoin de s'acheter d'eau en bouteille, n'est-ce pas? Mais si l'eau, elle est privée, on a besoin d'acheter de l'eau de quelqu'un. Et là, on va acheter des Nestlé. Donc, la Nestlé, elle a un intérêt assez important dans la privatisation de l'accès à l'eau. Et on a vu dès le Pakistan au Brésil, donc dans plusieurs pays où Nestlé est là, des activités de faire d'eau en bouteille, elle était accusée par des communautés locales. On a vu beaucoup de manifestations parce que Nestlé elle était accusée d'épuiser les sources d'eau de la communauté pour produire d'eau en bouteille. Un autre exemple, il existe aussi de nombreux exemples pratiques des actions prédatrices de la part des multinationales en Afrique. Ok, on peut mentionner par exemple les cas de ExxonMobil et au Tchad et au Cameroun. Elle vient de sortir du Cameroun, mais jusqu'en 2021, elle était là. Elle a fait ExxonMobil, c'est l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. Elle a fait un profit net, ok? Donc, après déduire les coûts de production, les profits nets étaient de 23 milliards de dollars en 2021. Et elle fait ça avec des exploitations, donc des choses un peu, des constructions énormes comme celles que vous pouvez voir ici. C'est assez étonnant. Bon, on peut imaginer l'impact que ce type de projet il a sur la nature autour de ce type de projet. Bon, et l'ExxonMobil a été accusé aussi des pratiques d'exploitation, des déplacements des communautés locales pour créer ce type de projet, pour des dommages environnementaux, par exemple des déforestations. Bon, pour créer ce type de pipeline here, de gaz ou pour exploiter de pétrole, c'est évident, on est forcé à expulser, à déplacer des communautés locales, à détruire l'environnement, et ça a des impacts sur la biodiversité, sur les réseaux communautaires. Bon, ce sont des impacts énormes. Ça, c'est juste un autre exemple pour l'exploitation des pétroles. Voilà. Et là, pour finir, on va avoir une vision assez sceptique de cette question de l'aide, ok, de financial aid. Donc, cette histoire qui, les États-Unis, l'Europe va donner de l'argent, de financial aid
pour les pays en développement. En fait, c'est que la théorie de la dépendance, elle va dire que les aides, c'est un peu de bullshit, on dirait. Qui les capitaux étrangers et l'aide étrangère va essayer d'une façon précaire de combler les trous qu'ils ont eux-mêmes créés. Ok? Dos Santos, euh, qui est un autre auteur de la théorie de la dépendance assez connu, qu'est-ce qu'il va dire? Que la valeur réelle de cette aide qui l'Afrique et l'Amérique latine, l'Asie, elle va recevoir, elle est douteuse, ok? Et la réalité, c'est que les pays sous-développés doivent payer pour l'aide qu'ils reçoivent en forme des profits, des ressources naturelles, des travail, etc. Qu'est-ce qui sous-tend, on pourrait dire, les différentes formes de domination? Ça veut dire, comment est-ce que certains pays arrivent à reproduire les mécanismes de domination de manière continue? Bon, là, il y a une histoire très intéressante, je trouve. C'est l'idée de 5 monopoles de Samir Amin. Ok? Pour Amin, être centre ne signifie pas être industrialisé. Signifie avoir une position supérieure dans 5 dimensions, qu'on va voir juste après. Mais ce qu'il va dire, c'est que l'extraction continue des ressources à travers les commerces internationaux, les investissements, la dette, etc. Bah, bon, comment ça va se produire? Comment est-ce que les centres arrivent à maintenir ces monopoles? Il va dire que, surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les pays centraux, ils ont réussi à maintenir cette configuration-là grâce à son pouvoir dans 5 monopoles. Donc, le concept des 5 monopoles des Amin fait référence à la concentration du pouvoir du centre dans 5 secteurs clés: la technologie, la finance, les ressources et l'énergie, l'information et les communications et l'armement. Ok? Donc, Samir Amin va estimer qu'il estime que la concentration de pouvoir dans ces secteurs-là, c'est un trait caractéristique du capitalisme contemporain et qu'elle a des implications importantes pour l'économie mondiale et pour les relations entre les pays. Juste, on va parler de ça dans la prochaine séance, ok? Parce que, bon, c'est beaucoup déjà pour une séance. Mais juste pour être clair, les centres changent au long de l'histoire, ok? Ça c'est pas, ça c'est hors question, tout le monde le sait. L'Angleterre, elle a donné sa place aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a la Chine, et avant, il y avait les Japon qui ont, ou la Russie et l'Union soviétique. Ils ont aussi gagné des pouvoirs, gagné de la place dans l'espace international. Donc, c'est pas l'histoire c'est que les États-Unis qui ont le pouvoir ou que l'Angleterre. Euh, les centres, les acteurs du centre, ils peuvent changer au long de l'histoire, ok? Mais ça n'empêche pas le fait que le capitalisme international, selon cette perspective-là, il y aura toujours un petit nombre de pays au centre qui sont en mesure de garder dans une période assez longue de temps ces structures de domination à travers le monopole de certaines forces, comme la force militaire, culturelle, l'argent, la technologie, etc. Bon, ça va être plus clair dans la prochaine séance, mais je vous invite, si vous n'avez pas fait, à lire les textes que je vous ai donnés sur Samir Amin. C'est assez clair, assez intéressant, ok? Bon, voilà. Après, je pense, oui. Donc, la semaine prochaine, on va parler justement des 5 monopoles et de la solution au sous-développement après tout ça on a vu. Bon, si on peut pas sortir, si on peut pas gagner dans le capitalisme, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, pour donner un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hop, bon, attends. Le sous-développement n'est pas en retard de développement, selon la théorie structuraliste et de la dépendance, ok? Euh, il n'est pas en retard de développement, mais il est causé par des structures qui sont, dans une grande mesure, au dehors du contrôle, hors le contrôle de la périphérie. Pour la théorie de la dépendance, la dépendance, elle va au-delà de l'histoire de la dépendance en matière première, ok? Il y a une dépendance militaire, économique, politique, etc. Les relations centre-périphérie sont les résultats d'une longue histoire de colonialisme, d'exploitation, parfois à travers la force physique, parfois à travers des menaces politiques, les menaces économiques, etc. Et ce qu'ils vont dire, c'est que les pays du centre, ils ont extrait et continuent d'extraire des richesses des pays en développement à travers divers moyens. Notamment, on a vu ici à travers les commerces, à travers les investissements, et on va voir dans d'autres séances à travers les flux financiers. Ils arrivent à les faire aussi. Voilà, les accords coloniaux, les activités des multinationales sont quelques exemples des mécanismes réels à travers cette extraction des ressources pour se faire. Bon. Pour la prochaine séance, on va parler de la fin de la théorie de la dépendance, c'est-à-dire la solution qu'ils vont donner au sous-développement. Et on va parler de la pratique, ok? On va passer de la théorie à la pratique. On va parler du néolibéralisme et le néocolonialisme, qui sont les phases après. Donc, on va sortir un peu de la théorie. Ça, c'était la fin des théories. Et on va parler un peu d'une façon plus pragmatique. Qu'est-ce qui s'est passé après les années 70? Qui c'est la fin, on dirait, des stratégies de développement basées sur les théories et, hétérodoxes en général. Bon. Pour la lecture, je vous recommande de lire les chapitres 5 de Stéphanie Trellet, ok? Parce qu'elle parle de néolibéralisme, des accords structurels. C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant. Je vous recommande. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube qui s'appelle Eureka, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est une chaîne de vulgarisation de l'économie. Donc, il fait des vidéos pour expliquer des concepts d'économie, pour expliquer des épisodes de l'économie. Mais il essaie de les faire dans une façon où tout le monde peut comprendre. Donc, c'est justement pour vulgariser l'enseignement de l'économie. Et je les trouve assez marrants, assez intéressants. Ça, c'est les Vortex. C'est une série qu'ils ont fait. Et les Vortex parlent un peu de la question du néolibéralisme. Donc, je trouve amusant. Et donc, je vous recommande. Sinon, il y a Kate Willis, spécialement après la partie Debt Crisis. C'est assez intéressant, c'est qu'il parle aussi du néolibéralisme. Et si vous êtes vraiment intéressé, il y a un bouquin de Ha Jung Chang. Mais Ha Jung Chang, franchement, il est hyper facile à lire. Et il décrypte un peu les capitalismes, le néolibéralisme, le néocolonialisme, tout ça. Il va expliquer un peu les engrenages, les narratives, la logique, mais d'une façon assez simple. Bon, il est assez hétérodoxe, ok? Il n'est pas anticapitaliste. Il soutient le capitalisme, mais un capitalisme plus amical. Donc ça, c'est les contextes. Donc, je vous préviens, il n'est pas anticapitaliste, mais il n'est pas révolutionnaire. Mais mais quand même, ça dépend de qu'est-ce que vous pensez. Il parle d'une façon euh, facile et sa recherche, elle est assez bien fondée. Donc, c'est une approche alternative à l'économie mainstream, à l'économie orthodoxe. Donc, ça en vaut le coup, je dirais.
OK? Bon, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc., etc., n'hésitez pas à parler avec moi. C'est dommage qu'on ne puisse pas se rencontrer. Je préfère franchement donner des cours en présentiel. Euh, mais voilà, bon, c'est comme ça. Et bon, merci beaucoup d'être là et on se voit à la semaine prochaine. À toutes.